Le mardi 20 octobre 2015, Miroslav Kovač est rentré du travail 3 heures plus tôt que d'habitude et a trouvé sa femme Nadia, âgée de 35 ans, au lit avec leur fils Denis, âgé de 17 ans. 2 jours plus tard, tous trois étaient morts. Le matin du 22 octobre 2015, le quartier calme de Samobor, situé à l'ouest de Zagreb, semblait comme tous les autres jours. Des pelouses bien entretenues, des voitures garées et quelques piétons pressés. Rien ne laissait présager que cette journée allait entrer dans l'histoire criminelle de la Croatie. L'alerte a été donnée par Ivan Petrić, un collègue et ami de longue date de Miroslav Kovač, 51 ans, ingénieur en bâtiment dans une entreprise locale. Miroslav, un homme méticuleux et consciencieux, ne s'était pas présenté au travail depuis 2 jours et ne répondait pas à son téléphone, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Après midi, n'ayant réussi à joindre aucun des 3 numéros qu'il connaissait, celui du travail, celui de Miroslav et celui de son domicile, Ivan a décidé de passer chez les Kovač, rue Lipova, après le travail. La maison, au numéro 12, était une élégante bâtisse de 2 étages en briques claires. Arrivé vers 5 heures du soir, Petrić remarqua que tous les rideaux étaient tirés et que la voiture de Miroslav était garée dans l'allée, recouverte d'une fine couche de poussière et de feuilles mortes. Ivan appuya sur la sonnette. Silence. Il appuya à nouveau et attendit quelques minutes. À l'écoute. Pas un bruit. Faisant le tour de la maison, il secoua la poignée de la porte arrière donnant sur la terrasse. Elle était verrouillée. La seule chose qui lui semblait étrange était une fenêtre légèrement entr'ouverte au 2e étage, d'où il lui semblait percevoir une odeur légère, désagréable et sucrée. Se sentant inexplicablement mal à l'aise, Ivan Petrić a composé le 112 et a fait part de ses inquiétudes. La première patrouille de police du département de police de Zagreb, Odjel Samobor, est arrivée sur les lieux 15 minutes plus tard. L'officier supérieur Zoran Matić et son partenaire ont procédé à un interrogatoire standard de l'appelant, Ivan Petrić. Ils ont ensuite tenté de contacter les occupants de la maison. N'obtenant aucune réponse, ils ont décidé de pénétrer dans la maison, en raison du danger potentiel pour la vie et la santé des personnes à l'intérieur. Un serrurier des services de secours est arrivé 20 minutes plus tard et a forcé la serrure de la porte d'entrée en quelques minutes. La première chose que les policiers ont remarqué en entrant était le silence lourd et oppressant et la même odeur particulière qui était à peine perceptible à l'extérieur, mais qui était désormais clairement discernable à l'intérieur. L'intérieur de la maison était tout à fait ordinaire. Un manteau était accroché à un porte-manteau dans le couloir. Une tasse de café à moitié vide était posée sur la table de la cuisine et une couverture était étendue sur le canapé du salon. Il n'y avait aucun signe de lutte, d'effraction ou de cambriolage. Les agents ont procédé avec prudence, fouillant les lieux et montant au 2e étage. La porte de la chambre principale était entr'ouverte mais non verrouillée. C'est de là que provenait l'odeur la plus forte. L'agent Matić a poussé la porte et s'est figé sur le seuil. La scène qui s'est présentée à ses yeux a fait reculer involontairement cet agent de police expérimenté. Le corps d'une femme gisait sur le dos sur un grand lit double. Son visage était bleu, ses yeux grands ouverts. Sur le sol, à côté du lit, un jeune homme gisait dans une position inhabituelle, avec une profonde entaille au cou. Un homme était assis sur une chaise près de la fenêtre, un fusil de chasse sur les genoux. Sa tête était rejetée en arrière et des impacts de balles étaient visibles sur le mur derrière la chaise. Matić a immédiatement signalé par radio la découverte de 3 corps présentant des signes de mort violente à l'officier de service et a demandé qu'une équipe d'enquêteurs, des experts légistes et un médecin légiste se rendent sur les lieux. En moins d'1 heure, la rue Lipova était bouclée. Des enquêteurs chevronnés arrivèrent de Zagreb, dont le chef de la brigade criminelle, l'inspecteur Goran Vidaković.
Vidaković était connu pour son approche méthodique et méticuleuse des affaires. Âgé de 48 ans, il avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais même lui fut frappé par l'ampleur de la tragédie qui s'était déroulée dans cette maison calme et respectable. L'examen initial de la scène du crime prit plusieurs heures. Vêtus de combinaisons blanches, les experts légistes examinèrent méthodiquement chaque centimètre carré des pièces, recueillant des indices. Empreintes digitales, fibres, traces de liquide biologique. L'expert légiste conclut dans un premier temps que les 3 personnes étaient décédées environ 48 heures plus tôt, c'est-à-dire dans la nuit de mardi. La cause du décès de la femme était l'asphyxie, très probablement par strangulation. Le jeune homme est mort d'une hémorragie massive due à une section de la carotide. Un grand couteau de cuisine a été trouvé à côté de sa main droite. L'homme assis dans le fauteuil est mort d'une blessure par balle à la tête, tirée avec un fusil de calibre 12 qu'il possédait légalement. La théorie préliminaire, qui est immédiatement devenue la principale, était celle d'un meurtre et d'un double suicide, ou d'un double meurtre et d'un suicide. Mais la chronologie des événements était totalement confuse. Qui était le premier? Qui était le dernier? Quel était le mobile d'un acte aussi cruel et définitif? L'inspecteur Vidaković a ordonné à ses subordonnés de commencer à interroger les voisins et d'établir le cercle des connaissances des défunts. Les premières informations officielles communiquées à la presse par la police étaient extrêmement succinctes. Les corps de 3 membres d'une même famille ont été retrouvés dans une maison privée à Samobor. Un homme de 51 ans, sa femme de 35 ans et leur fils de 17 ans. Une enquête sur les circonstances de leur mort est en cours. L'identité des défunts a été rapidement établie. Miroslav Kovač, sa deuxième épouse, Nadia Horvat, et son fils issu d'un premier mariage, Denis Kovač. Les interrogatoires des voisins n'ont pratiquement rien donné. La famille Kovacs était considérée comme calme et peu conflictuelle. Personne n'a entendu de cris ni de coups de feu la nuit du drame. Certains ont remarqué que Denis était devenu plus renfermé et agressif ces derniers mois, mais ont attribué cela aux difficultés de l'adolescence. Aucune des personnes interrogées n'aurait pu imaginer que derrière la façade de cette maison prospère se jouait un drame qui allait connaître une issue aussi sanglante. L'atmosphère était tendue au sein de la brigade criminelle. Vidaković a réuni son équipe pour un briefing matinal. Les premières photos de la scène du crime étaient disposées sur une grande table. « Cela ne ressemble pas à un meurtre domestique classique », a déclaré lentement l'inspecteur en regardant les photos. La position des corps, la manière dont chacun a été tué. Il y a quelque chose qui cloche ici. Nous n'avons pas affaire à de la simple violence, mais à une logique profonde et tordue. Notre travail consiste à comprendre cette logique. Les enquêteurs ont commencé à examiner le passé de chacune des victimes. Ils ont demandé des informations aux banques et aux opérateurs de téléphonie mobile, ont étudié leurs comptes sur les réseaux sociaux et ont prévu des entretiens avec leurs amis, leurs collègues et leurs proches. Une attention particulière fut accordée à la personnalité de Nadia Horvat, une femme de près de 16 ans plus jeune que son mari et belle-mère de son fils adolescent. Selon les enquêteurs, c'est son apparition dans la maison qui aurait pu être le catalyseur des processus inconnus qui ont conduit à l'explosion. Alors que les médias spéculaient sur tout, du vol au meurtre rituel, l'inspecteur Vidaković et son équipe se plongèrent dans la vie des 3 personnes dont les corps avaient été retrouvés dans la maison fermée à clé. Ils ne savaient pas encore qu'ils allaient devoir démêler une toile de jalousie, de passions interdites et de dépression nerveuse qui allait finalement être décrite dans les rapports de police comme le crime de jalousie le plus pervers de l'histoire du pays. L'enquête ne faisait que commencer et chaque nouvel élément, chaque détail de la vie des victimes ne faisait qu'ajouter de nouvelles questions, éloignant les enquêteurs d'une réponse simple et claire.
L'enquête a commencé par un travail méthodique et routinier visant à reconstituer la vie de chacune des victimes. Et la première personne à faire l'objet d'un examen minutieux a été Nadia Horvat. C'est sa personnalité, en tant que nouvelle variable dans l'équation de la famille Kovacs, qui a soulevé le plus de questions pour l'inspecteur Vidakovic. Pour comprendre ce qui s'était passé au numéro 12 de la rue Lipova, il fallait comprendre qui était cette femme. Nadia Horvat, née Nadia Babik, est née il y a 35 ans dans la petite ville de Slavonski Brod, dans l'est de la Croatie, dans une famille d'ouvriers d'une usine locale de construction mécanique. Elle était enfant unique et, d'après les quelques proches que la police a réussi à contacter, son enfance a été sans histoire. Elle avait de bons résultats à l'école, sans être brillante, mais elle n'était pas non plus considérée comme une élève en difficulté. Ses camarades de classe, que les enquêteurs ont retrouvés grâce aux réseaux sociaux, la décrivent comme une fille calme, un peu renfermée, mais qui prenait toujours soin de son apparence et rêvait de quitter la province pour la capitale. Ce rêve s'est réalisé lorsqu'elle a eu 19 ans. Immédiatement après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a fait ses valises sans s'inscrire à l'université. Elle s'est installée à Zagreb, où elle a d'abord vécu chez un parent éloigné et travaillé comme serveuse dans un petit café. Au cours des 10 années qui ont suivi, sa vie dans la capitale a été marquée par une succession de changements d'appartements et d'emplois. Elle a travaillé comme vendeuse dans un magasin de vêtements, administratrice dans un salon de beauté et assistante de direction dans une petite entreprise commerciale. Elle n'avait pas fait d'études supérieures, mais selon ses anciens collègues, elle était naturellement vive d'esprit, douée pour les relations humaines et déterminée. Son objectif principal était d'atteindre une stabilité financière et un certain statut social qui, selon elle, lui faisait défaut. Les enquêteurs ont interrogé 2 de ses amis les plus proches, avec lesquels elle était restée en contact depuis son séjour à Zagreb. C'est leur témoignage qui a commencé à éclairer la personnalité et les ambitions de Nadia. Selon eux, Nadia avait toujours été insatisfaite de sa situation. Elle travaillait dur, mais ses revenus lui suffisaient à peine pour payer son logement et ses modestes loisirs. Elle avait eu des relations amoureuses, mais toutes avaient été de courte durée et ne lui avaient pas apporté ce qu'elle recherchait. Un partenaire fiable qui pourrait lui offrir une vie confortable. Environ 2 ans avant la tragédie, alors qu'elle avait 33 ans, elle s'était inscrite sur un site de rencontre. C'est là qu'elle avait rencontré Miroslav Kovacs. Miroslav était tout le contraire de ses anciens petits amis. Il avait 16 ans de plus qu'elle, était riche, possédait sa propre maison et avait un emploi stable et respecté. Pour lui, veuf vivant seul depuis plusieurs années après le décès de sa première femme, Nadia était une bouffée d'air frais. Elle était jeune, énergique et belle. Leur romance a rapidement évolué. 3 mois après leur rencontre, ils ont emménagé ensemble et 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Nadia a quitté son petit appartement loué à Zagreb pour s'installer dans la grande maison de Miroslav à Samobor. Sur l'insistance de son mari, elle a quitté son emploi pour se consacrer entièrement à sa famille et à son foyer. Pour les amis de Nadia, c'était un rêve devenu réalité. Sur ses pages de réseaux sociaux, elle publiait des photos de sa vie de famille heureuse. Ici, elle est en vacances en Italie avec Miroslav. Là, elle aménage le jardin de leur maison. Là encore, ils dînent dans un restaurant chic. Cependant, comme l'ont découvert les enquêteurs lors de conversations avec ses amis, derrière cette façade brillante se cachait une réalité bien différente. L'une de ses amies, Anna Marik, a déclaré que Nadia s'était plainte à plusieurs reprises au téléphone de s'ennuyer et de se sentir isolée. Après avoir déménagé à Samobor, elle s'est retrouvée coupée de son cercle d'amis habituel. Miroslav travaillait beaucoup et était souvent en déplacement professionnel. Son cercle d'amis était composé de personnes de son âge, que Nadia trouvait inintéressantes. Elle se retrouvait dans une cage dorée. Elle avait tout ce dont elle rêvait.
l'argent, une maison, un statut social. Mais elle n'avait pas de vie à elle. Elle disait qu'elle avait l'impression de ne pas être la maîtresse de la maison, mais plutôt une partie de celle-ci, un beau meuble. Denis, le fils de Miroslav, était un sujet de conversation récurrent. Quand Nadejda a emménagé, il avait 16 ans. Au début, leur relation était neutre. Nadejda disait à ses amis qu'elle essayait d'être une amie pour lui, sans chercher à remplacer sa mère. Elle ne se mêlait pas de ses affaires, mais lui achetait les vêtements à la mode et les gadgets qu'il demandait. Denis, quant à lui, gardait ses distances, mais sans hostilité. La situation a commencé à changer environ 1 an après leur mariage. Miroslav travaillait toujours de longues heures. Denis, adolescent, passait la plupart de son temps après l'école à la maison. Nadia et Denis se retrouvaient donc seuls pendant de longues heures presque tous les jours. C'est pendant cette période, comme l'ont révélé les conversations téléphoniques de Nadia avec ses amis, qu'un nouveau ton est apparu dans sa voix. Elle a cessé de se plaindre de s'ennuyer. Lorsque ses amis lui demandaient comment elle allait, elle répondait de manière évasive, mais avec une excitation perceptible. Elle a commencé à parler davantage de Denis, mais d'une manière étrange. Elle ne le décrivait pas comme son beau-fils, mais plutôt comme un égal, parlant des films qu'ils regardaient ensemble, de la musique qu'ils écoutaient et de leurs secrets à leur père. Anna Marik se souvient d'une conversation particulière qui a eu lieu environ 4 mois avant la tragédie. Nadia a ri et a dit « Denis et moi avons regardé un film jusqu'à 2 heures du matin hier. Miroslav dormait, il ne s'en est même pas rendu compte. Nous avons une complicité particulière, il me comprend mieux que personne. » À l'époque, Anna avait trouvé cette déclaration étrange, mais elle l'avait attribuée à la volonté de Nadia de se rapprocher de son fils adolescent. À la lumière des événements, ces mots prenaient désormais une connotation sinistre. Les enquêteurs ont examiné attentivement la situation financière de Nadia. Elle ne travaillait pas, mais Miroslav lui avait donné une carte de crédit avec une limite généreuse qu'elle utilisait activement. Une analyse de ses dépenses a montré qu'elle dépensait la plupart de son argent en vêtements, en cosmétiques et dans un club de fitness. Aucun achat suspect ou important pouvant indiquer des problèmes ou une vie secrète n'a été trouvé. Sa vie numérique a également été examinée. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient irréprochables. Le dernier message avait été publié 1 semaine avant sa mort. Une photo d'un bouquet de roses accompagné de la légende « Quand ton mari sait comment te rendre heureuse ». Cependant, en y regardant de plus près, les experts légistes ont découvert des messages supprimés dans l'une de ces applications de messagerie. Il n'a pas été possible de récupérer l'intégralité de leur contenu. Néanmoins, plusieurs fragments extraits par des spécialistes techniques indiquaient une communication avec un abonné enregistré dans son téléphone sous le nom D. Les phrases étaient fragmentaires. « Il ne doit rien savoir. Aujourd'hui, après 10 heures, j'en ai marre de me cacher. » Au départ, les enquêteurs ont supposé que Nadia avait un amant. Mais en comparant l'heure à laquelle ces messages avaient été envoyés avec l'emploi du temps de Miroslava et celui de Denis, ils sont arrivés à une conclusion choquante. Les messages avaient été envoyés à un moment où Miroslava n'était pas à la maison et où Denis aurait déjà dû être rentré de l'école. Le nom de l'abonné, D, correspondait à la première lettre du prénom de son beau-fils. Le tableau qui se dessinait devant l'inspecteur Vidakovitch devenait de plus en plus troublant et dépassait le cadre d'une simple affaire d'adultère. La vie de Nadia Horvat, qui semblait être une success story provinciale digne de Cendrillon, s'est avérée être un drame psychologique complexe. Une femme qui avait réalisé ses désirs s'est retrouvée avec un sentiment de vide et un manque d'épanouissement personnel. Enfermée dans une grande maison avec un adolescent qui traversait lui-même une période difficile de l'adolescence, elle a apparemment franchi la ligne qui séparait le rôle de belle-mère de quelque chose d'autre. Les enquêteurs ont compris que les motivations et la psychologie de Nadia n'étaient qu'une pièce du puzzle.
Pour avoir une vue d'ensemble, il devait étudier de manière tout aussi approfondie les deux autres protagonistes de cette tragédie, le père et le fils. Ils ont alors concentré leur attention sur Denis Kovač, 17 ans, dont le comportement, selon plusieurs témoins, avait radicalement changé 6 mois avant qu'il ne soit retrouvé mort sur le sol de la chambre de ses parents. Après avoir dressé un profil détaillé de Nadia Horvat, les enquêteurs se sont intéressés aux deux autres protagonistes de la tragédie, Denis, 17 ans, et Miroslav Kovač, 51 ans. Pour comprendre la dynamique des événements qui ont conduit à ce dénouement sanglant, il était nécessaire d'examiner la relation entre le père et le fils, ainsi que la façon dont leur vie avait changé avec l'arrivée d'une nouvelle femme. D'après tous les dossiers recueillis, Denis Kovač était un adolescent normal jusqu'à un certain point. Il a perdu sa mère à l'âge de 12 ans après une longue bataille contre le cancer. Cette période, comme l'ont souligné les proches interrogés, a été difficile pour lui. Son père, Miroslav, a néanmoins fait tout son possible pour soutenir son fils. Denis s'est renfermé sur lui-même pendant un certain temps, mais grâce au soutien du psychologue de son école et de ses proches, il a fini par s'en sortir. Il a obtenu de bons résultats scolaires jusqu'en 3e, excellent dans les sciences exactes, comme son père ingénieur. Il avait un cercle d'amis restreint, mais stable, avec lequel il aimait jouer aux jeux vidéo et faire du vélo. Ses professeurs le décrivaient comme un jeune homme calme, poli, voire un peu timide. Son dossier personnel ne mentionnait aucune mesure disciplinaire, ni aucun comportement agressif. C'était un fils dont son père pouvait être fier, conciliant, intelligent et sans problème particulier. Miroslav Kovač, quant à lui, était décrit par ses collègues et ses connaissances comme un homme exceptionnellement honnête et travailleur. Après le décès de sa première femme, il s'était entièrement consacré à son travail et à l'éducation de son fils. Il était ce qu'on appelle une personne simple et honnête, fiable, responsable et peu loquace. Sa vie suivait une routine stricte, travail, maison et parfois sortie entre amis le week-end pour jouer au bowling ou regarder le football. Il offrait à son fils tout ce dont il avait besoin et même plus. Cependant, selon sa sœur, qui s'est entretenue avec les enquêteurs, il était devenu plus réservé sur le plan émotionnel après le décès de sa femme. Il exprimait son amour et son attention à travers des cadeaux matériels. Il avait toutefois du mal à avoir des conversations sincères, en particulier avec son fils adolescent. C'était un père protecteur, mais il avait peut-être cessé d'être un ami proche pour son enfant qui grandissait. L'arrivée de Nadia dans leur vie semblait avoir redonné un nouveau souffle à Miroslav. Il avait rajeuni et souriait plus souvent. Pour Denis, qui avait 16 ans à l'époque, l'arrivée de sa belle-mère n'a pas été un choc au début. Il a accepté le choix de son père et leur vie commune semblait se dérouler sans heurts pendant les 6 premiers mois. L'enquête a établi que des changements radicaux ont commencé environ 8 ou 9 mois avant la tragédie. Ils ont principalement touché Denis. Les premiers signaux d'alarme ont été tirés à l'école. Ses notes, qui avaient toujours été excellentes, ont commencé à baisser fortement. Il a commencé à sécher les cours et semblait apathique et distrait en classe. Puis des problèmes de comportement sont apparus. Les notes consignées dans son journal scolaire, que les enquêteurs ont examinées, étaient truffées de commentaires sur les 6 derniers mois, a manqué de respect aux professeurs, a provoqué une bagarre pendant la récréation, a refusé de faire ses devoirs. Cela ne ressemblait en rien au Denis que tout le monde connaissait. Son professeur principal a tenté à plusieurs reprises de parler à son père, mais Miroslav était soit en déplacement professionnel, soit prétendait être occupé, promettant de régler tout ça à la maison. Il attribuait apparemment le comportement de son fils à une rébellion adolescente normale. Le témoin clé dans cette partie de l'enquête était la psychologue scolaire, le docteur Anna Kovačič. C'est elle que le professeur principal avait envoyé voir Denis après sa dernière bagarre. La police a eu accès à son dossier officiel, qui était choquant.
Lors du premier entretien, qui a eu lieu environ 5 mois avant le meurtre, Denis était renfermé et hostile. Il répondait par monosyllabes aux questions standards. Cependant, le docteur Kovačić était une professionnelle expérimentée et a remarqué des signes de tension interne, graves, et d'anxiété refoulée dans son comportement. Dans ses notes, elle a écrit « Le sujet présente les symptômes classiques d'un stress émotionnel. On observe un changement d'humeur brutal, passant de l'apathie à une agressivité immotivée. Il y a lieu de croire que la source du problème réside dans l'environnement familial. » Lors de la deuxième rencontre, Denis s'est un peu ouvert. Il n'a rien dit de direct, mais lorsqu'on lui a demandé comment il allait à la maison, il a répondu par une phrase que la psychologue a retranscrite mot pour mot dans son rapport. « Tout est compliqué. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. » Lorsqu'on lui a demandé de préciser de qui il parlait, il s'est refermé et a refusé de poursuivre la conversation. Le docteur Kovačić a compris qu'il parlait de sa belle-mère. Elle a tenté à plusieurs reprises de parler à son père, Miroslav Kovač. Elle n'a réussi à lui parler qu'une seule fois au téléphone. Miroslav a écouté ses préoccupations, mais a réagi avec irritation. Il a déclaré que Denis traversait une période difficile, qu'il était gâté et qu'il manipulait simplement les adultes. Il a refusé de participer à une consultation conjointe, affirmant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ses absurdités et qu'il s'occuperait lui-même de son fils. Ce fut le dernier contact de l'école avec le père de Denis. La psychologue a noté dans son rapport « Le père nie l'existence d'un problème et refuse de coopérer. Il existe un risque d'aggravation de l'état psycho-émotionnel de l'adolescent en raison du manque de soutien adéquat de la part de son parent. Une surveillance accrue est recommandée. Cependant, aucune surveillance supplémentaire n'a été mise en place. Denis a cessé de se rendre aux séances de consultation. Ses amis, interrogés par la police, ont confirmé cette image de changement soudain. Selon eux, Denis s'était éloigné d'eux environ 6 mois avant sa mort. Il avait cessé de répondre aux appels, de sortir et avait abandonné les jeux en ligne auxquels il jouait pendant des heures. L'un de ses amis a déclaré l'avoir croisé par hasard dans un centre commercial avec sa belle-mère, Nadia. Il ne ressemblait pas à une belle-mère et à son beau-fils, mais plutôt à un couple, a-t-il déclaré à l'enquêteur. Elle lui tenait le bras et riait, tandis qu'il semblait tendu et en colère. Quand il m'a vu, il a fait semblant de ne pas me connaître et l'a rapidement emmené. Les enquêteurs ont comparé ce témoignage avec des fragments de correspondance retrouvés dans le téléphone de Nadia. Les dates et les heures correspondaient. Il est devenu évident qu'il existait un lien entre Denis et Nadia qui le tourmentait et le détruisait de l'intérieur. Il se trouvait pris au piège. D'un côté, il y avait l'attirance interdite ou la pression d'une femme adulte, et de l'autre, la peur de son père et la culpabilité. Ce conflit intérieur se manifestait par une agressivité envers le monde extérieur et un isolement total. Il était psychologiquement brisé, et aucun des adultes ne s'en rendait compte ou ne voulait s'en rendre compte. Miroslav Kovač, absorbé par son travail et son nouveau mariage, n'en savait rien. Il avait remarqué que son fils était devenu difficile, mais il n'avait pas compris la raison sous-jacente. Pour lui, un homme aux opinions traditionnelles, l'idée que sa jeune femme puisse avoir une relation sexuelle avec son fils adolescent était probablement inconcevable. Il vivait dans l'illusion d'une famille heureuse qu'il avait construite sur les ruines de sa vie passée. Il travaillait pour assurer l'avenir de cette famille, sans se rendre compte que son présent était déjà empoisonné par le mensonge. Ainsi, en octobre 2015, une situation explosive s'était développée chez les Kovač. D'un côté, il y avait Nadia qui, peut-être par ennui ou par recherche de sensations fortes, s'était lancée dans un jeu dangereux. De l'autre, Denis, un adolescent psychologiquement instable, victime ou complice de ce jeu, déchiré par ses démons intérieurs. Et au-dessus de tout cela, Miroslav, le chef de famille, aveugle et sourd à ce qui se passait sous son nez.
Il n'a fallu qu'une étincelle pour déclencher l'explosion. Et cette étincelle, c'est son retour inattendu à la maison le mardi 20 octobre. Tous les faits recueillis, les déclarations des témoins et les conclusions des experts ont permis de dresser un tableau cohérent, permettant à l'inspecteur Goran Vidakovic et à son équipe de reconstituer avec un haut degré de probabilité les événements qui se sont déroulés au numéro 12 de la rue Lipova entre le 20 et le 22 octobre 2015. Le point de départ de ce drame est le mardi 20 octobre. Miroslav Kovač, en raison de l'annulation d'une réunion importante au travail, est rentré chez lui vers 3 heures de l'après-midi, 3 heures plus tôt que d'habitude. Personne ne l'attendait. En entrant dans la maison, il n'a trouvé ni sa femme ni son fils dans le salon ou la cuisine. En montant à l'étage, il a ouvert la porte de sa chambre. La scène qui s'offrit alors à lui détruisit son monde en un instant. Sa femme, Nadia, âgée de 35 ans, et son fils, Denis, âgé de 17 ans, se trouvaient dans son lit conjugal, nus. L'enquête a reconstitué le déroulement des événements à partir de preuves indirectes. Une chaise renversée et un verre brisé ont été retrouvés dans la pièce. Les experts légistes ont suggéré que ces éléments étaient les traces d'une violente crise de colère de Miroslav. Il y eut probablement une violente dispute, ponctuée d'accusations, de cris et de menaces. Cependant, aucun voisin n'entendit quoi que ce soit, ce qui suggère que la majeure partie du conflit s'est déroulée sans cris, les émotions bouillonnant à l'intérieur, plus effrayantes que n'importe quel bruit. À partir de ce moment, la maison des Kovacs est devenue une prison pour ses 3 occupants. L'analyse de leur téléphone portable a montré que depuis mardi soir, aucun d'entre eux n'avait passé ou reçu le moindre appel. Personne n'a envoyé de message. L'activité sur les réseaux sociaux a cessé. Tous 3 étaient enfermés avec leurs monstrueux secrets. Les 48 heures qui ont suivi, comme l'ont suggéré les psychologues impliqués dans l'enquête, ont été un véritable enfer. Miroslav, confronté à la double trahison de ses proches, était anéanti. Nadia, dont le jeu était allé trop loin et avait été découvert, était probablement effrayée et essayait de se justifier. Et Denis, pris sur les lieux du crime, déchiré entre la culpabilité envers son père et des sentiments complexes envers sa belle-mère, se retrouvait au centre d'un désastre qu'il n'avait peut-être pas déclenché, mais dans lequel il était devenu un acteur clé. Il y eut probablement des conversations douloureuses, des périodes de silence oppressant et de nouvelles explosions de colère pendant ces 2 jours. La vie dans la maison s'est arrêtée. Personne ne préparait à manger et personne ne sortait. Ils étaient prisonniers d'une situation dont ils ne pouvaient s'échapper. Selon l'examen médico-légal, le dénouement s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi, environ 40 à 45 heures après le retour de Miroslav. En se basant sur la position des corps, la nature des blessures et les preuves médico-légales, les enquêteurs ont reconstitué le déroulement le plus probable des événements de cette nuit-là. Nadia Horvat a été la première à mourir. Elle a été étranglée. L'absence de signes graves de lutte sur son corps, à l'exception de contusions au poignet, indique que l'attaque était inattendue ou que l'agresseur était nettement plus fort qu'elle. Les marques sur son cou correspondaient à un étranglement manuel. L'inspecteur Vidakovic a conclu que Miroslav était responsable. Le strangulation est un moyen personnel et direct de commettre un meurtre qui nécessite un contact physique et est commis dans un état émotionnel extrême. Après 2 jours d'émotions douloureuses, une nouvelle dispute ou accusation a probablement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et la rage de Miroslav a trouvé un exutoire. Après avoir tué sa femme, il devait être en état de choc. On ignore ce que faisait Denis à ce moment-là. Peut-être a-t-il été témoin du meurtre. Peut-être a-t-il découvert le corps de Nadia après que tout se soit passé. Pour lui, c'était le point de non-retour. Son monde, déjà brisé, s'est complètement effondré. Son père était devenu un meurtrier, et lui-même était la cause de tout ce cauchemar.
Des sentiments de culpabilité mêlés de peur et de désespoir l'ont complètement consumé. Il est descendu à la cuisine, a pris le plus grand couteau et est retourné dans la chambre où gisait le corps de la femme qui avait causé sa mort et s'est tranché la gorge. La nature de la blessure, sa profondeur et sa direction, ainsi que la position du couteau à côté de sa main, n'ont laissé aucun doute dans l'esprit des experts. Il s'agissait d'un suicide. Le dernier acteur de cette tragédie était Miroslav Kovač. Il se trouvait dans une pièce avec 2 cadavres, celui de sa femme, qui l'avait trahi et qu'il venait de tuer, et celui de son fils unique, qui s'était suicidé à cause de lui. Toute sa vie, tout ce pourquoi il avait travaillé et tout ce qu'il chérissait avait été réduit en cendres. Sa première femme était morte de maladie, sa deuxième femme avait fini dans le lit de son fils, et son fils gisait mort sur le sol. Il n'y avait plus d'avenir. La décision fut prise naturellement. Il sortit son fusil de chasse du coffre-fort, un fusil à canon lisse de calibre 12 qu'il utilisait pour ses rares parties de chasse. Il s'assit sur une chaise près de la fenêtre, posa la crosse du fusil sur le sol, pointa le canon vers sa tête et appuya sur la détente. Lors du briefing final au quartier général de la police, l'inspecteur Goran Vidakovic présenta à ses supérieurs une chronologie complète des événements. Nous sommes face à une tragédie causée par l'effondrement total des valeurs familiales et de la communication, a-t-il déclaré d'un ton sec et neutre. Les agissements de Nada Horvat, qui a séduit son beau-fils mineur, ont été le catalyseur. L'instabilité psychologique de l'adolescent, exacerbée par le manque d'attention de son père, a fait de lui une proie facile. L'aveuglement émotionnel de Miroslav Kovač et la rage incontrôlable qui s'en est suivie ont conduit au meurtre, qui a à son tour provoqué le suicide de son fils et par conséquent celui du père lui-même. L'affaire pénale a été officiellement classée en raison du décès de tous les suspects et participants à l'incident. Dans son rapport final, Vidakovic a écrit une phrase qui a ensuite été divulguée à la presse et est devenue le leitmotiv de toute l'histoire. Ce crime, dans sa structure interne et ses motivations psychologiques, est l'un des cas les plus pervers de jalousie et de violence domestique jamais enregistrés dans l'histoire criminelle du pays. La nouvelle du triple décès à Samobor a fait l'effet d'une bombe dans les médias croates. Les premières versions évoquant un vol ont rapidement été remplacées par des détails choquants sur un triangle amoureux entre une belle-mère, son beau-fils et son père. Les journaux ont publié des titres à sensation. Dans les talk-shows télévisés, psychologues et criminologues ont passé des heures à discuter de la décadence morale de la société moderne. La réaction du public était un mélange d'horreur, de condamnation et de curiosité morbide. La famille Kovacs, connue de quelques-uns seulement de son vivant, est devenue après sa mort l'objet de discussions et de condamnations généralisées. Au bout de quelques mois, l'engouement est retombé. La maison du numéro 12 de la rue Lipova a été vendue par des parents éloignés de Miroslav et est restée longtemps vide. De nouveaux locataires s'y installèrent seulement 2 ans plus tard, transformant complètement l'intérieur, comme pour effacer le souvenir de ce qui s'était passé entre ces murs. L'histoire de la famille Kovacs reste un terrible rappel des forces destructrices qui peuvent se cacher derrière une façade de prospérité apparente, du désastre irréparable qui guette lorsque le mensonge, la trahison et le silence règnent en maître.